devrait pouvoir l'utiliser de la même façon. Et donc aussi, son principe de création devrait être le même pour tous. Donc on continue notre réflexion. On voudrait que les utilisateurs aient les mêmes droits de création. Donc déjà on comprend que la valeur de la monnaie elle est relative. Elle est relative, à la masse monétaire et aussi au nombre d'individus qui vont utiliser cette monnaie. Et non pas une quantité d'unités de monnaie, mais un pourcentage de la monnaie. Je vais rappeler brièvement. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui possède 4 libertés pour son utilisateur. Il a la liberté de pouvoir accéder au code source, de pouvoir le modifier, de pouvoir le copier et le distribuer. Ça veut dire qu'essentiellement, ce qu'il faut comprendre, il y a un principe de symétrie derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de droits concernant un logiciel libre entre le créateur initial du logiciel que l'utilisateur qui viendra après, qui peut donc aussi être un créateur. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs, c'est ce qui se passe. En général, le logiciel libre, il a une longue vie. Et quand même le créateur initial ne travaille plus sur ce logiciel, il continue à être modifié, amélioré par des utilisateurs ultérieurs qui ont exactement les mêmes droits sur l'objet que le créateur initial. Donc qui est libre concernant un logiciel, finalement, libre, évidemment sur un logiciel non libre ça ne marche pas, eh bien qui est libre c'est l'utilisateur. L'utilisateur possède des libertés vis-à-vis de ce logiciel puisqu'il a les mêmes droits que le créateur initial par rapport à l'objet. Donc ça c'est très intéressant comme modèle, et ce modèle de logiciel, c'est ce qui fait tourner Internet. Ce que peu de gens savent. Internet fonctionne à 99% sur des logiciels libres. En fait, la part de logiciels non libres qui fait tourner Internet est réduite à quasiment rien. Alors qu'est-ce qu'un logiciel non libre? C'est typiquement un logiciel dont le producteur ne vous donne que le compilé, c'est-à-dire le binaire qui va pouvoir, le binaire, je parle informatique, hein, mais l'exécutable, le programme final qui vous permet d'utiliser votre ordinateur. Mais si vous avez que ce programme final qui tourne et qui fonctionne quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas ce qu'on appelle le code. C'est-à-dire les lignes d'exécution, les lignes de programmation qui ont été écrites par le programmeur pour faire ce programme final. Parce que pour passer entre les lignes de programmation et le programme que vous utilisez, il y a ce qu'on appelle une étape de compilation. Mais cette compilation détruit en quelque sorte l'information du code initial, du langage initial qu'avait mis le programmeur dedans. Donc un logiciel non libre, vous n'avez que le binaire, vous n'avez que des 0 et des 1 qui sont illisibles, vous pouvez juste l'utiliser. Vous ne pouvez pas donc accéder au code, le modifier, ni le distribuer. Eh bien ces logiciels non libres existent, ils ont une part économique importante, voire même prépondérante si on la mesure dans les monnaies officielles, mais ne constitue qu'une infime partie en fait du travail logiciel qui a été effectué depuis 40 ans. La plus grosse partie en fait ce sont des logiciels libres. GNU Linux c'est un logiciel libre et GNU Linux c'est ce qui fait tourner la majorité des serveurs sur Internet. Certainement pas les logiciels non libres. S'il avait fallu payer des licences aux producteurs de logiciels non libres pour faire tourner tout ça, on n'aurait pas fini d'en payer le quart du 10 millionième. Ça aurait été beaucoup trop cher. Une des conséquences d'un logiciel libre, c'est pas sa propriété. Hein. C'est que souvent, c'est utilisable gratuitement, puisque comme le code est distribuable et copiable sans demander d'autorisation particulière, on peut le faire gratuitement. On peut le faire de façon payante aussi. Hein. Il n'y a pas de règle là-dessus, mais c'est pas le sujet en fait. En pratique, il s'avère qu'une conséquence finalement du logiciel libre, c'est que c'est en général plus ou moins gratuit. Mais c'est pas la propriété fondamentale qu'il y a derrière les libertés. Bon, ça c'est un aparté, mais c'est un aparté intéressant. Et donc aussi, son principe de création devrait être le même pour tous. Ça veut dire que donc si je participe d'une monnaie libre, je devrais avoir les mêmes droits de création que le gars qui est venu en premier, que le gars qui soit venu en second, ou que le gars qui soit venu en troisième, ou que le gars qui viendra en 10 millionième. Et alors la question maintenant, mais est-ce que c'est possible ? C'est bien de dire ça, mais peut-être c'est pas possible. Bon, c'est bien, peut-être ça serait bien que tous les utilisateurs d'une monnaie libre aient les mêmes droits de création, donc de cette monnaie, de production de cette monnaie, ou de coproduction de cette monnaie. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que, alors, déjà, on peut réfuter très rapidement une idée, si chacun peut en produire autant qu'il veut, ils auraient tous les mêmes droits. Moi, je peux en créer autant que je veux, par exemple 1 milliard, et toi, tu vas pouvoir en créer 10 milliards, et lui, 100 milliards. Bon, très bien, mais si chacun peut en créer ce qu'il veut, est-ce que vous pensez que la monnaie pourra avoir de la valeur ? Il suffit... c'est le problème, c'est en supposant qu'il y ait une certaine masse de monnaie qui soit déjà créée, il suffit qu'un individu arrive derrière et qui dit je vais en créer, à partir de la masse de monnaie qui existe déjà, je vais en créer 1 milliard de fois plus,
Et que deviendra l'ancienne monnaie? On comprend vite. Voilà, hein, quelque chose qui n'existe plus. Donc on se dit déjà, peut-être c'est possible, mais en tout cas, ça ne peut pas être n'importe quoi. c'est déjà un pas énorme. Alors après, on peut réfléchir à ça, se dire, bon, mais en fait, quand on a réfléchi à ce problème justement, c'est pas pareil d'avoir une unité de monnaie s'il y a 1 million de monnaies en circulation, que d'avoir une unité de monnaie s'il y a 1 milliard de cette même monnaie en circulation. Vous imaginez deux zones économiques, toutes étant égales par ailleurs. Dans ces deux zones économiques, vous avez un individu qui possède une unité de la monnaie ici, et l'autre dans l'autre zone économique, qui sont deux zones économiques semblables. Hein. Un individu possède aussi une unité de l'autre monnaie. Mais dans cette zone-là, la quantité de monnaie en circulation, c'est 1 milliard, et dans cette zone ici, c'est 1000 milliards. Est-ce que vous pensez que l'unité aura la même valeur d'échange? Pas pareil que si vous avez que s'il existe 1 milliard de monnaies, que si vous avez alors qu'il existe 1000 milliards d'unités de cette monnaie. Alors ça dépend aussi, effectivement, mais j'ai dit deux zones économiques semblables. Hein. Oui, voilà, c'est la valeur créée et tout, c'est pareil. Voilà, j'ai parlé de deux zones économiques semblables. Mais tu as raison, mais on va y venir. Deuxième, effectivement, constat, bon, ça c'est un premier point. Donc déjà, la valeur de la monnaie est relative déjà. C'est pas pareil de posséder 1 pour 1 milliard que 1 pour 1000 milliards. C'est une notion de valeur relative ici. Autrement dit, de nombre relatif. Il faut mettre en rapport le nombre par rapport à la totalité de ce qui existe, pour avoir une idée de la valeur que ça peut être. Se faire une première idée de la valeur que ça peut être. Ça ne suffit pas, mais c'est une première idée. Deuxième chose, imaginons deux zones économiques équivalentes en toutes choses, sauf que dans celle-ci, il y a un certain nombre d'individus, et dans l'autre zone, il y en a 2 fois plus d'individus. Ils sont 2 fois plus nombreux. Et imaginons qu'ils aient la même quantité de monnaie dans les deux cas. C'est-à-dire il y a 1 milliard de monnaie ici, et 1 milliard d'une autre monnaie là. Mais ils sont 2 fois plus. Donc il y a 2 fois moins d'unités de monnaie par personne. Donc laquelle des unités de monnaie aura le plus de pouvoir d'achat, toutes les choses étant égales par ailleurs? Celles où ils sont le plus nombreux, parce qu'ils se partagent en plus nombreux, ils ont moins d'unités monétaires en poche, donc elles vaut plus en fait. Une unité vaut plus. Comprenez le principe? Voilà. Donc il y a aussi un rapport effectivement au nombre d'individus. Ça c'est important à comprendre. C'est un premier point. Enfin c'est un premier point, c'est un deuxième point, parce que j'ai mis des points. Donc on continue notre réflexion. On voudrait que les utilisateurs aient le même droit de création. Donc déjà on comprend que la valeur de la monnaie elle est relative. Elle est relative, à la masse monétaire et aussi au nombre d'individus qui vont utiliser cette monnaie. Prenons l'exemple du Bitcoin. C'est pas pareil s'ils utilisent les 21 millions de Bitcoin, s'ils sont 10 à l'utiliser, que s'ils sont 1 million. On comprend vite que la valeur du Bitcoin sera beaucoup plus forte s'ils sont 1 million de gens à l'utiliser que s'ils sont que 10. Parce qu'1 million de gens ça produit beaucoup plus de valeur. Donc la valeur d'échange du Bitcoin sera plus importante. Et s'ils sont encore plus nombreux, évidemment, la valeur du Bitcoin peut monter encore plus. Donc ça dépend bien sûr du nombre de gens qui l'utilisent. Il y a d'autres facteurs, mais voilà deux facteurs essentiels. Alors, dernier point, le plus difficile à comprendre. J'ai dit, je ne voudrais pas que celui qui arrive après, en deuxième, en troisième, en dixième, en 20e, ait des droits différents que celui qui est arrivé en premier. Alors comment c'est possible? Eh bien on l'a vu grâce au nombre relatif. Si on dit, mais finalement chaque individu va pouvoir créer, non pas une quantité d'unités de monnaie, mais un pourcentage de la monnaie. Parce que évidemment si c'était une unité simple, en disant que chacun peut créer une unité de monnaie, comme ces unités vont s'accumuler dans le temps, eh bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne sera pas pareil si j'arrive 100 ans après, que je crée toujours une unité de monnaie alors qu'il y a 100 000 unités qui ont été créées, alors qu'au départ j'en ai créé une alors qu'il y en avait 10. C'est pas pareil, là j'ai créé 1 sur 10 de monnaie, là-bas j'ai créé 1 sur 100 000. Donc il faudrait que ce soit un pourcentage de la monnaie, parce que là le pourcentage ça ne change pas. Si on dit chacun des individus va créer 10% de la monnaie, n'importe quelle date qui va arriver dans l'économie, enfin n'importe quelle date qui va arriver dans l'économie, et bien dans ce cas-là 10% là par contre par rapport à la totalité, par définition 10% ça ne change pas. Donc si on dit, voilà, une monnaie libre, c'est en fait une monnaie qui va se créer sur un pourcentage de la monnaie déjà existante en tout temps, et bien quelle que soit l'époque où va arriver un individu, il va créer le même pourcentage de monnaie
que ceux qui étaient avant lui, mais aussi que ceux qui seront après lui. Mais c'est pas viable après s'ils sont pas le même nombre de personnes. Enfin, C'est pour ça qu'on va quand même diviser par le nombre d'individus. On va regarder la quantité de monnaie par individu et on va prendre un pourcentage de cette monnaie par individu. Voilà. C'est là, bien sûr, où tu fais